Oui, j'ai écrit un ouvrage, effectivement, mais pas tout à fait sur le sujet que je vais traiter aujourd'hui. Cet ouvrage s'appelle Le culte des droits de l'homme et il voulait retracer l'itinéraire et les répercussions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans la République française et comment ce texte était devenu presque le credo d'une sorte de religion civile républicaine qu'on apprenait dès l'école. Et puis qui évidemment s'achevait dans ce mot sur lequel je vais démarrer d'ailleurs, de la France, patrie des droits de l'homme. Vous avez certainement déjà entendu cela, et ça permet de critiquer la position de la France vis-à-vis de certains pays, ou d'encourager les présidents en exercice à aller rappeler les droits de l'homme dans les autres pays, etc., etc. Donc, à partir de ce travail plus spécifiquement sur ce rôle messianique qui est donné à la France, puisque c'est en France que c'est inscrit pour la première fois une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, j'ai continué à travailler sur les droits de l'homme, mais les droits de l'homme plus contemporains, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que ces droits de l'homme plus contemporains, ils ne sont plus l'apanage de la seule France, bien entendu, ils sont l'apanage de tous, et ils ont été pour cela proclamés universels avec la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, déclaration universelle qui avait été préparée par une commission une commission d'intellectuels et de juristes issus d'un peu tous les pays du monde. Il y avait un Canadien, un Chinois, un Libanais, un Français, vous le connaissez probablement, René Cassin. Et voilà. Et ces gens ont, sous la direction de la femme du président Roosevelt, Eleanor Roosevelt, ont abouti à ce grand texte qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme, Déclaration universelle des droits de l'homme, qui fonde intellectuellement et historiquement la défense des droits de l'homme à l'international depuis cette date. Mais cette Déclaration universelle des droits de l'homme, comme son titre l'indique, comme pour d'ailleurs la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est une déclaration. Ça n'a aucune valeur coercitive ni contraignante. Et donc, le système mondial multilatéral à l'ONU a été obligé de retravailler cette déclaration et de la transformer en convention interétatique, en convention internationale, afin de pouvoir faire appliquer ces grands principes. Et ce travail de transformation en contraintes juridiques et en traités internationaux a été extrêmement longue. En fait, les textes qui régissent la politique des droits de l'homme à l'international actuellement, ce sont les pactes des droits civils et politiques et le pacte des droits économiques et sociaux. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces grands pactes, mais ce sont en fait ceux qui transforment la Déclaration universelle des droits de l'homme en pacte contraignant. Et ils ont été élaborés pendant une vingtaine d'années, puisqu'ils ont été signés finalement à l'ONU en 1966. Ensuite est passé tout le processus de ratification par les différents États du monde. Et le pacte des droits civils et politiques et le pacte des droits économiques et sociaux n'est pas encore ratifié par l'ensemble des pays du monde. Donc, cette petite introduction, simplement pour vous montrer que les droits de l'homme, depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a une très belle déclaration, mais ça ne suffit pas, et qu'il y a maintenant des obstacles, qu'il y a eu et qu'il y aura des obstacles politiques, religieux, sociaux, à leur application effective dans le monde. Vous le savez bien, c'est toujours un défi, c'est toujours un processus en cours. Donc on ne peut pas se reposer et dire nous sommes les droits de l'homme garantissent tout. Nous sommes, dans la mesure où nous avons ratifié tous ces textes, eh bien, nous sommes des porteurs des droits de l'homme. Ça ne suffit pas. Il faut que ces droits de l'homme s'appliquent effectivement et font face aussi, à une contestation continue et qui a changé plusieurs fois de visage.
Alors, premier point, quel était dans l'esprit des auteurs de cette Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'est-ce qu'ils voulaient effectivement faire? La première chose qu'ils voulaient faire, c'est en finir évidemment avec la décennie d'horreur qui avait précédé. On est au lendemain de... l'idée surgit en 1944, donc en plein pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est côté américain, bien sûr. C'est par un grand discours de Franklin Roosevelt qui énonce les 4 libertés qu'il va falloir rétablir dans le monde post-guerre. Et c'est à partir de ces 4 grandes libertés que la Commission va travailler. Pour René Cassin, qui en est un des moteurs, c'est un juriste qui a été auprès de Gaulle dès les premiers jours de la France libre à Londres, qui a servi d'ambassadeur à De Gaulle à peu près dans le monde entier et qui va être donc une des âmes de cette commission, parce qu'encore une fois, il ne faut pas penser que c'est une spécificité française, c'est vraiment un travail collectif. Mais il a beaucoup défendu cette déclaration et il a toujours essayé de l'expliquer, de faire une pédagogie de cette déclaration. Tout d'abord, il faut quand même lui reconnaître ce mérite, c'est lui qui a exigé, enfin qui a demandé qu'on ajoute ce qualificatif qui peut nous paraître un petit peu étonnant d'universel. La première idée, c'était de dire international, tout simplement. Mais lui, au sortir de cette guerre, où il a perdu une grande partie de sa famille, c'était un juif républicain, président de l'Alliance israélite universelle, d'ailleurs. Il a pensé que ce mot avait une connotation beaucoup plus forte et qui donnait de l'espoir au peuple. Donc, première chose, cette qualification d'universel, et on va voir que cette universalité proclamée, elle va être contestée par un certain nombre d'acteurs, et c'est pour ça que c'est intéressant de garder en tête cette prétention universaliste donc de ce texte déclaratif. Alors, quels étaient les 3 objectifs que René Cassin donnait à cette déclaration? Le premier, c'était l'objectif politique, en politique internationale, c'était de relativiser la souveraineté des États radicalement. L'ONU, c'est une organisation qui théoriquement est au-dessus des États et les États sont obligés d'abandonner une partie de leur souveraineté pour que le système international puisse fonctionner. Et pourquoi on limiterait la souveraineté des États? C'est au nom du principe supérieur, selon René Cassin, de l'égale et indivisible dignité de tout homme qui serait garantie par une justice internationale. Donc, premier objectif. Deuxième objectif, évidemment, on est face à une lutte à mort entre les pays occidentaux et libéraux et les totalitarismes à la fois fascistes, nazis et soviétiques, et il s'agit d'une affirmation extrêmement forte du libéralisme politique, à la fois vis-à-vis des droits civils et politiques, mais aussi en prenant en compte, et ça c'est une nouveauté par rapport aux déclarations des droits historiques de la fin du XVIIIe siècle, en prenant aussi en compte et à égalité, je devrais dire, les droits économiques et sociaux, c'est-à-dire le droit au travail, le droit à avoir une vie décente, le droit à vivre à égalité dans une société plus juste. Enfin, troisième principe, une promotion de ces droits par la voie diplomatique et juridique, par la mise en place postérieure, et c'est ce que je vous ai déjà présenté, d'outils, on parle d'outils contraignants au niveau international et régional. Donc, cette déclaration universelle, elle s'est pourtant heurtée dès le début au particularisme, aux différents pays qui ont contesté tel ou tel point. Et déjà, l'élaboration même de ce texte a été une prouesse. Mais il y a eu des discussions, en particulier
assez forte avec les églises et les églises chrétiennes, et je vais revenir un petit peu là-dessus tout de suite, sur l'idée de donner un fondement religieux à ces droits. Vous savez que en France, c'est toujours un peu plus compliqué parce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Dieu en est quasiment absent. C'est-à-dire qu'il y a une mention dans le préambule de l'être suprême, mais l'être suprême ne fait qu'assister à cette assemblée qui se donne des droits, qui donne des droits aux hommes ou qui se donne des droits à elle-même. Et donc, il y a dans la tradition française une tradition peut-être pas athée, mais en tout cas agnostique, et en tout cas le Dieu n'a pas à venir influer dans le destin des hommes. Pour la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a eu l'appui d'un certain nombre d'écrivains anglo-saxons, il y a la transcendance, la présence de Dieu dans un texte solennel fait moins problème. Et donc la première discussion, une des discussions qui a eu lieu au moment de l'élaboration de cette déclaration universelle, ça a été de se demander s'il fallait que cette déclaration se fasse sous des auspices divines ou pas. Finalement, et pour ce faire, la Commission a lancé une vaste enquête dans le monde entier pour essayer de poser la question aux différents groupes, aux différentes religions, aux différentes personnes, ce qu'elles pensaient du préambule et est-ce qu'on pouvait introduire Dieu dans le préambule pour dire que c'était Dieu qui donnait ses droits aux hommes. Les réponses ont été extrêmement diverses, à l'image des personnes qui ont été consultées, et on a finalement renoncé parce que ce leur est dans les yeux de ceux qui l'écrivaient, ce leur est probablement nuit à l'universalité finalement de ce texte, puisque certains l'auraient rejeté. Et vous imaginez bien qu'une des parties du monde où on aurait rejeté massivement, c'est peut-être la France d'un côté, on ne sait pas, mais enfin la France n'a pas une telle influence, c'était évidemment tout le bloc soviétique en cours de constitution et qui prône un matérialisme athée et qui n'aurait pas accepté de mention de Dieu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce qui fait que l'une des premières critiques qui a été faite à cette déclaration et à ses principes, elle émane des milieux catholiques et protestants au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ils se disent en adéquation avec une grande partie des principes sur la dignité de l'homme, etc., et la dignité humaine, mais en revanche, sur un certain nombre, ils ne peuvent pas envisager que l'homme se donne des droits à lui-même tout seul, sans tenir compte de la transcendance divine qui est bien supérieure. Et ça, c'est sur ces deux projets, à la fois l'Église catholique et les églises protestantes réformées, américaines ou non, se sont mises d'accord, c'est-à-dire qu'elles acceptent une grande partie de ce qui est dit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, sous la réserve que les droits de l'homme restent toujours inférieurs aux droits de Dieu. Alors, je vous demande de garder ça un tout petit peu dans votre mémoire parce que ça va résonner par la suite dans ce que je vais vous dire à propos des critiques les plus récentes sur les droits de l'homme. Donc, il y a eu plusieurs contestations politiques successives. La première, en dépit de la signature par presque tous les pays du monde, il y a, je crois, que l'Arabie saoudite qui se soit abstenue de signer ce texte. Donc, on a là vraiment un texte signé de manière consensuelle, d'ailleurs, au Palais du Trocadéro, le 10 décembre 1948. Mais dès le lendemain de cette signature, des voix politiques se sont élevées non pas contre le texte en lui-même, mais contre certaines interprétations de ce texte. Et les premières critiques politiques, elles émanent évidemment du groupe soviétique, du groupe socialiste, donc communiste, qui va minorer une partie du message et majorer l'autre partie. Alors vous imaginez bien, ce qu'ils vont minorer, ce sont les droits civils et politiques, et ils vont majorer les droits économiques et sociaux. Alors que les pays occidentaux, à l'inverse, ont plutôt tendance à majorer les droits civils et politiques, les droits individuels, et négliger,
voire ignorer les droits économiques et sociaux selon de bonnes politiques libérales de type économique. Donc, il va y avoir tout de suite une incompréhension et une lutte sur qui applique le mieux les droits de l'homme. Hein. Et alors, nous, vous vous en souvenez, nous, on était du côté occidental et libéral. Donc, ce qui nous intéressait, c'était de défendre les droits des individuels en Union soviétique. Hein. Mais à cela, l'Union soviétique rétorquait « Oui, mais nous, on défend les droits économiques et sociaux par l'intermédiaire des partis communistes dans vos pays parce que vous ne les respectez pas. » Donc il y avait cette espèce de concurrence, de balance qui faisait qu'on ne s'entendait pas tout à fait sur l'ensemble des droits. Ça, c'est la première critique qui s'est évidemment qui s'est perpétuée et qui s'est transformée en particulier au moment de la décolonisation. Donc dans les années 50-60, là, il y a eu une deuxième critique qui émanait des pays colonisés en voie de décolonisation. D'abord, avant qu'ils ne soient décolonisés, ils se targuaient des droits de l'homme pour justifier leur lutte contre les pays colonisateurs et critiquer évidemment une application différenciée par les pays colonisateurs des droits de l'homme. C'est-à-dire que les droits de l'homme étaient bons pour les métropoles, mais pas vraiment appliqués dans les colonies, ou mal appliqués. Et donc les militants de l'indépendance de ces différents pays se sont emparés de cette rhétorique des droits de l'homme pour justifier leur combat pour l'indépendance et pour l'autonomie, etc. En revanche, dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, et je généralise un peu, mais c'est l'effet majeur, eh bien, ils ont cessé de revendiquer ces droits de l'homme, et en tout cas, ils n'ont pas voulu les appliquer tels quels dans leur propre pays. Alors, quels étaient leurs arguments? Des arguments généralement économiques, en disant il y a un tel rattrapage économique à faire, une telle pauvreté dans nos pays, qu'on ne peut pas donner des droits civils et politiques à des gens qui sont pas encore assez armés intellectuellement, qui ne sont pas assez éduqués ou qui sont encore dans des très isolés, etc. Et donc, ils ont argué d'arguments économiques pour ne pas appliquer les droits civils et politiques dans leur propre pays. Alors, ça n'est pas le cas de tout le monde, mais enfin, ça était quand même la tendance générale. Donc, vous avez là une critique aussi, vous voyez, double au moment de cette période de la décolonisation. Le troisième temps, qui est un moment de crise pour les droits de l'homme extrêmement fort, alors je vais très vite dans le temps, c'est la guerre en Irak en 2003. On arrive là à un moment où un État se proclame patrie des droits de l'homme, c'est pas la France cette fois-ci, ce sont les États-Unis, et ils ont aussi une légitimité historique à le faire parce que on l'oublie trop souvent, mais les États-Unis ont proclamé les droits de l'homme à peu près en même temps que la France dans les années 1789, 90, 91. Et donc, ils ont une culture des droits de l'homme, des libertés individuelles qui est très forte aussi, et une pratique de la démocratie politique. En 2003, c'est, rappelez-vous, l'invasion de l'Irak par les États-Unis, une sorte de croisade chrétienne, croisade des droits de l'homme, enfin en tout cas une croisade où les États-Unis proclament au reste du monde qu'ils vont imposer la démocratie et donc les droits de l'homme au Moyen-Orient, qui les ignore tout à fait. Or, vous savez aussi que, ça n'est pas si vieux, il y a eu des exactions très pénible de la part des forces occupantes américaines. Vous vous souvenez du scandale des photos d'Abu Ghraib. Vous savez bien sûr ce qu'on a appelé aussi les dommages collatéraux. Enfin bon, toutes sortes de choses qui ont montré, et en plus le mensonge sur les armes de destruction massive qui n'existaient pas. Enfin, tout ça a démontré aux yeux du monde qu'on pouvait avoir une politique d'agression militaire
de négation des droits de l'homme, tout en s'en faisant les héros de par le monde. Cela a occasionné une crise très profonde, à la fois dans les pays agressés, dans ce Moyen-Orient qui était déjà fragile et qui va commencer à se désintégrer à partir de cette invasion américaine, mais aussi en retour dans les sociétés occidentales elles-mêmes, et en particulier en Amérique, où le débat va faire rage sur l'opportunité de continuer à défendre ces droits de l'homme qui se sont avérés si néfastes en politique internationale. Et donc, cette crise politique, diplomatique, militaire va en retour créer une crise islamique côté moyen-oriental et une crise identitaire et morale en Occident. Et c'est là-dessus que je voudrais maintenant un petit peu insister. D'abord parce qu'il y a d'autres acteurs qui ont profité aussi de cette crise. Ce sont les grands pays autrefois adversaires de l'Occident, que sont la Russie, la Chine, la Corée du Nord, bien sûr, encore que ce soit un épiphénomène, mais ce genre de pays se sont aussi emparés d'un discours international et ont concurrencé directement. Et si vous voulez, la baisse d'influence des États-Unis de manière internationale, elle date aussi de ce tournant. On peut le situer, enfin, c'est début des années 2000. C'est évidemment 2001 avec le 9 septembre, mais 2003, l'Irak, enfin, c'est cette période des années 2000 qui va marquer une inflexion dans la supériorité et l'impérialisme américain. Donc, des grands pays montent au créneau, et alors que jusque dans les années 2000, un auteur comme Francis Fukuyama pouvait dire « c'est la fin de l'histoire, la démocratie va triompher, il n'y aura plus de guerre, et il n'y aura plus d'empire, et les choses vont s'arrêter, tout le monde va adopter le modèle libéral », quelques années plus tard, Samuel Huntington peut tenir la thèse complètement inverse et dire que, eh bien non, on est à une période de choc des civilisations. Les civilisations ne sont pas compatibles entre elles. Elles ont tout intérêt à défendre leurs propres intérêts et elles ne manqueront pas de le faire. Et évidemment, alors il y a plusieurs civilisations, mais évidemment, dans le livre de Huntington, ce fameux livre, eh bien, la civilisation islamique s'oppose directement à la civilisation occidentale et paraît complètement incompatible. Donc, ça, c'est les grands débats donc, qui existent et qui remettent en cause la philosophie des droits de l'homme et qui remettent aussi en cause, par cela, le rôle de l'ONU. Et l'ONU est en crise aussi depuis cette période-là, parce que ce qui fait sa colonne vertébrale, sa dimension à la fois éthique et internationale, eh bien, c'était cette philosophie des droits de l'homme. C'était cette manière de penser la dignité de la personne humaine, quelle que soit sa race, sa civilisation, son genre, enfin, son sexe ou sa religion. Donc, il y a eu cette mise en cause. Il faut dire qu'il y avait eu aussi quelques contestations qu'en Occident, on a un petit peu minorées, mais qui n'en étaient pas moins réelles. Et peut-être en avez-vous entendu parler, mais dans les années 1980-90, le développement spectaculaire économique et démographique de l'Asie, et en particulier l'Asie du Sud-Est, avec des villes comme Singapour, des villes-États comme Singapour, mais d'autres pays aussi, la Malaisie, Hong Kong, la Chine du Sud, etc., le Japon, eh bien, il y a eu une tentative chez ces pays de vouloir aussi s'affirmer au plan international. Et l'une des manières de le faire a été de prôner des valeurs asiatiques. Alors, les valeurs asiatiques,
qui leur serait propre et qui s'opposerait de manière ou d'une autre à l'universalité des droits de l'homme tels qu'ils auraient été proclamés, avec cette idée derrière la tête que finalement ces droits de l'homme, ils émanent de l'Occident, ils ont une origine judéo-chrétienne et donc ils sont marqués par leur origine et ils ne peuvent donc pas s'appliquer de manière universelle. Donc il y avait déjà une critique de cette universalité aussi avant la critique islamique sur laquelle je reviendrai, une critique venue de ces pays d'Asie du Sud-Est qui s'enrichissaient et s'accroissaient de manière considérable. Alors, qu'est-ce qu'on entendait sous ces valeurs asiatiques ? D'abord, c'est une conception qui est partagée à la fois par un pays comme la Chine et par les pays d'Asie du Sud-Est, en particulier à sa tête Singapour, qui, comme je vous le disais, est peut-être le pays qui a le plus réussi. Singapour, après la Seconde Guerre mondiale, n'existait pas. En 40 ans, en 50 ans, c'est une puissance économique, intellectuelle et politique très importante en Asie du Sud-Est. C'est une sorte de hub, pas seulement pour son aéroport, mais vraiment parce que c'est tout autour de ce petit État que les relations se développent. Or, ce pays était gouverné, parce qu'il est mort il y a 2 ans, par son fondateur, donc pendant une 50aine d'années, donc, qui a été son président. Il s'appelait Lee Kuan Yew. Et Lee Kuan Yew a été l'auteur de cette philosophie des valeurs asiatiques qu'on devait opposer aux droits de l'homme occidentaux. Alors, qu'est-ce qu'il mettait sous ces valeurs asiatiques ? Essentiellement, là encore, mais de manière différente du groupe communiste, les droits économiques et sociaux comme étant supérieurs aux droits civils et politiques. Il fallait d'abord développer, d'abord enrichir, d'abord assurer le bien-être des différentes communautés. En plus, Singapour est extrêmement multicommunautaire. Il y a des Chinois, des Malaisiens, des Indiens, et aucune n'est véritablement majoritaire. Donc il y a un vrai défi du vivre ensemble, d'une société singapourienne, d'une identité singapourienne à construire. Donc il s'agit d'assurer le développement et de permettre aux personnes d'avoir une vie décente avant que de leur donner quelques droits politiques que ce soit. Et donc les valeurs asiatiques, finalement, et là il est rejoint par la Chine qui, bien que communiste, travaille ses traditions, et en particulier le confucianisme, et elle porte un projet néo-confucianiste qui, là aussi, insiste sur le groupe plutôt que sur l'individu. Donc on est là, évidemment, dans une contestation politique, philosophique, des droits de l'homme universels et surtout des droits individuels et des libertés publiques. Non pas qu'ils ne disent pas que dans un avenir lointain, ces droits individuels seront assurés à tous les citoyens du Sud-Est asiatique, mais en attendant, ils préfèrent une société bien gardée, sauvegardée, sécurisée, et où le groupe prime sur l'individu afin de garder la main sur des problèmes éventuellement politiques. Cette théorie donc des valeurs asiatiques, elle va s'exprimer, comme je vous le disais, dans les années 80, et en particulier à la conférence de Vienne de 1993, qui va être une des grandes conférences sur les droits de l'homme. Depuis, ces valeurs asiatiques ne sont plus revenues sur le devant de la scène, et elles ont un peu perdu de leur importance dans la critique de l'universalité des droits de l'homme. Autre type de critiques qui sont là plus récentes et qui nous ont plus marqués, ce sont les contre-propositions islamiques. Alors j'emploie à terme ce mot, cet adjectif qui est peu employé par les médias français, mais qui est pourtant plus juste. Musulman, ça n'existe qu'en français. On parle
voilà, l'adjectif c'est islamique. Donc je préfère, ça ne veut pas dire islamiste. Bon, évidemment, il faut faire un petit peu attention. Donc le problème actuel, donc, il est essentiellement le rapport des sociétés islamiques avec les droits de l'homme, avec la philosophie des droits de l'homme. Ça ne veut pas dire qu'il y a une incapacité proprement islamique à accepter les droits individuels des hommes. Mais comme pour, et c'est pour ça que je vous avais mis en garde, comme pour l'Église catholique, qui a quand même mis un certain nombre d'années à accepter la liberté religieuse et d'expression avec la déclaration de liberté religieuse de 1965, comme pour les protestants qui acceptent la majorité des droits individuels, mais s'opposent à certains droits, comme l'Église catholique en particulier, les droits liés à la reproduction ou au rôle des femmes. Il y a là aussi une critique proprement religieuse de cette philosophie des droits de l'homme, puisque elle est hors sol, elle n'a pas de pied, elle n'a pas de fondement, elle n'a pas de fondement divin. Or, vous savez bien que pour l'islam, mais pas mieux que pour le christianisme, pour l'islam, toute autorité, toute légitimité, toute dignité humaine vient de Dieu. Et on ne peut pas accepter une société qui ne serait que horizontale. La verticalité, la transcendance et la supériorité de la transcendance divine est absolument essentielle dans l'explication du monde qui est proposée par ces différentes religions. Donc, évidemment, ils ne peuvent pas accepter tel quel un tel texte. Ils peuvent en accepter une partie. Et ce ne sont pas tout à fait les mêmes parties que celles qui sont acceptées et prônées par les églises chrétiennes. Et c'est peut-être ça qui nous choque le plus de nos jours. En tout cas, il y a une pensée des droits de l'homme dans les pays de culture islamique. Et il y a eu tout un mouvement intellectuel pour arriver à concilier droits de l'homme et islam, à peu près sur le même mode que les intellectuels chrétiens ont réussi à travailler ce rapport qu'ils estiment fructueux et nécessaire entre philosophie des droits de l'homme et théologie chrétienne. Mais malgré tout, ils sont très peu nombreux. Et c'est plus pour des raisons politiques d'ailleurs que pour des raisons théologiques. La plupart des États de culture musulmane depuis la décolonisation sont des États autoritaires. Les fameux États laïques, l'Égypte nassérienne, la Syrie d'Hafez el-Assad, la Turquie ex de Mustafa Kemal et ses successeurs, sont des régimes autoritaires où la citoyenneté est minimale, et où donc évidemment les principes des droits civils et politiques sont difficilement applicables. Donc il ne faut pas tout faire porter la critique des droits de l'homme émanant de ces pays-là uniquement sur le religieux. C'est aussi une critique de type politique. Ce sont aussi des pays autoritaires avec un fonctionnement extrêmement centralisé, une surveillance policière de tous les instants et un contrôle social qui n'est pas seulement de type religieux. On le revêt ensuite d'habits religieux, mais il n'est pas d'origine religieuse. En revanche, depuis la révolution islamique en Iran, je vous rappelle, 1979, donc depuis les années 80-90, il y a une réislamisation du discours des dirigeants politiques de ces pays qui ont besoin, pour se légitimer aux yeux de la population, de se parer de ce discours islamique religieux qui marche, enfin en tout cas qui a marché en Iran, et donc pourquoi il ne marcherait pas dans les autres pays. Et donc, la contestation des droits de l'homme par les pays de culture islamique, elle est concomitante aussi de cette islamisation du politique dans ces pays. Islamisation qui est allée jusque, vous le savez bien,
des mouvements terroristes comme le mouvement Daesh. Mais il y a, si vous voulez, et ça, vraiment, j'insiste extrêmement fort parce que ça gouverne une compréhension un peu équilibrée de ce qui se passe et de ce qui nous atteint. C'est le problème des États autoritaires, du manque de citoyenneté dans ces pays qui est la cause de ce qui nous arrive maintenant, bien plus que l'islamisation du discours politique, que l'islamisation du terrorisme, etc., qui est plus un prétexte, enfin, ou un habillage, plutôt que ce qui meut en particulier ces gens et ces mouvements. En tout cas, l'habillage, eh bien, il a fallu le construire et depuis les années 80-90 sont apparus un certain nombre de textes qui portaient des titres étonnants pour nos oreilles, puisque c'était la Déclaration universelle des droits de l'homme en islam ou la Déclaration islamique des droits de l'homme, ou enfin bon, des textes qui avaient donc une couleur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette pub pour le Canada Dry. Ça a la couleur de l'alcool, mais ça n'en est pas. Voilà, c'était des déclarations des droits de l'homme un peu Canada Dry. C'est-à-dire que ça utilisait la rhétorique. Si vous lisez ces textes qui sont accessibles sur Internet, traduits, c'est la même rhétorique, le même style que les grands textes des droits de l'homme émanant de la communauté internationale. Je pense à la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais la Convention européenne des droits de l'homme, la Convention interaméricaine des droits de l'homme, enfin tous ces textes régionaux, ce sont des textes qui ont donc le même style, qui utilisent les mêmes procédés rhétoriques, avec un préambule, avec un certain nombre d'articles et de droits qui sont énoncés. Mais ce dont on s'aperçoit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de devoirs qui sont ajoutés aux droits. Et ça, je fais une petite incise, c'est signe que les droits sont mal assumés. En France, il y a eu toute une discussion au moment de la Révolution pour savoir si, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il ne fallait pas ajouter une liste de devoirs de l'homme et du citoyen pour éviter que les libertés soient excessives et que les hommes en profitent. C'était le discours qui était mené. Bien sûr, ce discours sur les devoirs, il était tenu par les clercs, par les tenants de la société un peu conservateur, ceux qui ne veulent pas que le changement soit trop brutal ou que l'homme soit au centre des choses et qui rappellent les devoirs envers Dieu. On parle des devoirs envers Dieu. Eh bien, c'est la même chose. Là aussi, à 2 siècles de distance, vous avez une insistance qui est mise sur les devoirs et sur le fait que l'homme a des droits, certes, mais ils sont extrêmement limités par ses devoirs, et en particulier ses devoirs envers Dieu, qui lui empêchent de faire un certain nombre de choses. Et dans ces déclarations islamiques des droits de l'homme, alors, elles émanent de qui? Elles émanent de groupements d'États. Il y en a qui émanent de la Ligue arabe, qui regroupe les pays de langue arabe, un certain nombre des pays de langue arabe, mais les plus importantes de ces déclarations, pourquoi je dis au pluriel? Parce qu'elles ont été, elles sont apparues dans les années 80 et elles ont été révisées régulièrement. Donc il y a plusieurs versions. Elles ne vont pas, d'ailleurs leurs révisions ne vont généralement pas dans le sens du libéralisme. Au contraire, elles se révisent en devenant de plus en plus conservatrices et quasiment réactionnaires. Mais l'autre grand émetteur, si je puis dire, de déclaration des droits de l'homme islamique, c'est l'Organisation pour la coopération islamique, qui regroupe alors là une 50aine d'États qui, et pas tous de culture musulmane d'ailleurs très étonnamment, mais qui partagent, qui ont des populations musulmanes et qui partagent un certain nombre d'intérêts communs. Qu'est-ce que c'est l'Organisation de la coopération islamique? C'est un gros lobby à l'ONU. C'est un lobby d'État qui veut peser sur la politique de l'ONU. Et donc, en faisant ces propositions de déclaration des droits de l'homme, donc d'une adaptation de la Déclaration universelle à la réalité musulmane ou islamique,
eh bien, ils entrent dans ce schéma dénoncé par Huntington de clash des civilisations, c'est-à-dire qu'ils dénient aux droits de l'homme tels qu'ils sont vécus et pratiqués au niveau international l'universalité qu'ils se sont eux-mêmes donnés. Et c'est extrêmement grave. Et pour cela a occasionné une très grave crise à l'intérieur même de l'ONU. Cette crise, vous vous en souvenez peut-être, elle a eu lieu au lendemain des affaires des caricatures de Mahomet, parues dans un journal danois, caricatures de Mahomet qui ont enflammé presque instantanément à l'autre bout de la terre et fait des manifestations monstres de protestation dans des pays musulmans, en particulier le Pakistan, avec des millions de gens dans les rues, pour dénoncer cette diffamation, ce blasphème, cette diffamation des religions. À partir de ces caricatures, l'OCI, donc cette organisation islamique, va faire un intense lobbying auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour que l'Assemblée générale de l'ONU prenne une résolution pénalisant la diffamation des religions ou le blasphème. Et dans un premier temps, c'est une crise qui a duré entre 2005 et 2011. Dans un premier temps, ils ont réussi. Et il y a eu une résolution de l'ONU qui condamnait la diffamation des religions. Cela donc a fait une crise extraordinaire parce que les pays occidentaux, évidemment, extrêmement fiers et jaloux des droits civils et politiques et surtout de la liberté individuelle et de la liberté de critique des religions, ne pouvaient pas accepter que le blasphème, la pénalisation du blasphème soit considérée comme un outil aussi de la politique des droits de l'homme. Pourquoi ? Quels étaient les arguments des pays occidentaux ? Eh bien, c'était que les droits de l'homme, ce sont les droits des individus, et non pas... Alors, ça peut être aussi... Vous savez qu'il y a une inflation de textes sur les droits de l'homme, ça, c'est devenu aussi des droits des collectivités, des groupes, des enfants, des peuples autochtones. Enfin, il y a une inflation des droits qui, d'ailleurs, parfois entrent en concurrence les uns avec les autres, et donc... là aussi, on pourrait se poser des questions sur leur universalité dans la mesure où parfois ils se contredisent. Mais disons que la philosophie première, c'est quand même que c'est une philosophie des droits individuels de chaque personne, de chaque être humain dans sa vie et dans son environnement. Et ça n'est pas le rôle de l'ONU n'est pas de défendre des religions, de défendre des groupes à vocation religieuse ou idéologique d'ailleurs, il n'y a pas que la religion. Ça n'est pas ça le rôle de l'ONU. Le rôle de l'ONU, par sa pratique des droits de l'homme, c'est de défendre les individus face aux autres individus, les individus surtout face à la dictature de l'État. Parce que qu'est-ce que c'est les droits de l'homme ? C'est la défense de la personne individuelle face à un État Moloch, un État qui peut broyer au début. Donc, il y a eu donc une véritable bataille des diplomates occidentaux et français, d'ailleurs très largement, qui sont très attachés, vous le savez, à la liberté de croire et de ne pas croire, de critiquer, la liberté de penser, la liberté au besoin de critiquer même les religions. Et cette bataille a été finalement gagnée, mais l'OCI a retiré sa demande de résolution qui avait été condamnée par ailleurs. Mais enfin, le fait est que l'ONU a été obligée de réorganiser son organe spécialisé dans la défense des droits de l'homme à Genève afin d'éviter que des personnes qui sont contre les droits de l'homme viennent à leur tête. Pas des pays qui ne pratiquent pas les droits de l'homme mais qui sont contre les droits de l'homme ne viennent à la tête de cet organe de défense. Ce n'est d'ailleurs pas tout à fait réussi parce qu'il me semble que le dernier responsable du Conseil des droits de l'homme à l'ONU est un Saoudien, ce qui n'est pas tout à fait gage de la plus grande impartialité, vous imaginez bien, en matière en tout cas de liberté, de religion et de conviction. Alors, j'ai déjà parlé beaucoup, je voudrais
arriver à ma conclusion, peut-être, enfin, qui est une conclusion ouverte. Si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit, vous avez vu que à plusieurs moments de ces 70 dernières années, eh bien, les droits de l'homme n'ont pas été une évidence. Elles ont été contestées et de manière parfois guerrière, certainement diplomatique, et même philosophique, avec ces valeurs asiatiques ou ces valeurs islamiques qui se posent comme des alternatives au lieu de s'intégrer dedans. Et on n'est pas à l'abri de contestations futures. Et il y a en particulier au niveau occidental une contestation interne qui est peut-être encore plus dangereuse que les contestations extérieures qui s'opposent à certains nombres des principes des droits de l'homme tout en acceptant un certain nombre. Il y a une critique en Occident même, et qui fait suite à cet épisode critique dont je vous ai déjà parlé de l'invasion de l'Irak et de cette remise en cause de la bonne conscience américaine au lendemain de ces événements, une critique qui s'est un peu généralisée. Alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais disons que ça se situe dans des milieux qui sont très sensibles à ce qu'on appelle les post-colonial studies, c'est-à-dire qui remettent en cause la supériorité occidentale, la bonne foi, et qui veulent faire l'histoire autrement que du point de vue occidental, qui veulent renverser cette histoire autrement que d'un point de vue occidental. Dans ces post-colonial studies, vous avez un certain nombre de penseurs du politique, et aux États-Unis, vous avez les deux grandes intellectuelles qui en sont un peu les prêtresses. Vous en connaissez certainement une, Judith Butler, et la seconde est Wendy Brown. Elles ont tellement intégré le paradigme de la déconstruction. Vous savez qu'à l'université, rien n'est jamais acquis. On applique le doute cartésien à tout. Et donc, on déconstruit avant de reconstruire une réalité pour essayer de mieux la comprendre. Et là, elles vont aller... Elles vont plus loin encore. Elles vont déconstruire même les évidences sociales, même ce qui fait société, ce qui rassemble les gens, et en particulier les droits de l'homme ou la laïcité. Voilà. Donc, ce qui est implicite, ce qui est non pas des dogmes, mais le socle de ce qui nous permet de vivre ensemble, eh bien, ne trouve même pas grâce à leurs yeux. Et donc, il y a toute une école politique. Intellectuellement, c'est très intéressant. Politiquement, à mon avis, c'est plus dangereux. Qui veut montrer les impensés occidentaux supérieurs dans toute philosophie politique, y compris celle des droits de l'homme, en disant que ce n'est plus qu'un moralisme occidental à l'écart des peuples défavorisés, etc., etc. Donc, et il y a une espèce donc de tentative de relativisme culturel, de relativisme qui est introduit même dans la pensée, et où on dit finalement de quel droit dit-on que les idéaux libéraux sont les moralement supérieurs, et pourquoi voilà, ils font le jeu des valeurs asiatiques, ils font le jeu des valeurs islamiques en acceptant qu'elles puissent être considérées comme tout aussi légitimes que les valeurs dites occidentales. Donc on est vraiment là dans une recherche politique intéressante, je ne dis pas mais à mon avis politiquement dangereuse, dans ce sens où il y a un tel relativisme que, au nom de l'égalité entre les différentes valeurs portées par les différents peuples, eh bien, on peut accepter des pratiques, parce que finalement c'est ça, accepter des pratiques qui vont à l'encontre des préconisations les plus simples des droits de l'homme, par exemple l'intégrité du corps des gens. Je pense à l'excision, je pense à cette sorte à l'utilisation des organes dans certains, le marché des organes, des choses comme ça.
Et donc cette critique postmoderne, hein, c'est comme ça qu'on la qualifie, à défaut de mieux savoir, met en cause très directement les droits de l'homme, à tel point que alors il est un petit peu à part, mais peu importe, ça va dans le même sens. Il est paru dans les années 2010 un livre émanant d'un professeur d'Harvard qui s'appelle L'utopie des droits de l'homme. Et dans ce livre, qu'est-ce que dit Samuel? Il s'appelle Samuel Moyn. Il est assez contesté, bien entendu, mais ce qu'il dit donne à penser, évidemment. Il considère que les droits de l'homme sont une utopie parmi d'autres, c'est-à-dire une idéologie parmi d'autres, que son succès planétaire est dû à la faillite de toutes les autres grandes idéologies, le communisme, le fascisme, le nazisme, enfin tout ce que vous voulez, la chute des idéologies. Donc, c'est devenu l'idéologie de remplacement, l'idéologie planétaire, qui s'est parée pour se légitimer de ce terme d'universalité, et qu'elle va finir, tout comme les autres idéologies vont finir. Donc, on est là, évidemment, c'est très différent de ce que je vous expliquais tout à l'heure, du rôle des États, des États islamiques, par exemple, dans une contre-proposition politique. Là, on est vraiment dans le cœur de la contestation, de la pensée. Ça n'a pas actuellement d'application politique, mais si ces idées se répandent, si ces idées ne sont pas combattues, eh bien, on risque de vivre des reculs. Et des reculs, pas seulement au niveau des principes, ça on pourrait peut-être s'en passer, mais au niveau même des pratiques. Parce que si cette critique, elle s'étend, elle s'élargit, ou elle se réalise, même si effectivement les droits de l'homme sont une utopie comme les autres, eh bien, on n'a pas fini de voir des horreurs apparaître dans des différents pays et des exactions contre les personnes. Parce que ce qui est le cœur des droits de l'homme, c'est la personne, c'est l'individu. L'individu dans sa famille, dans sa société, dans sa ville, dans ses différents espaces, dans ses interactions sociales. Mais c'est l'individu. Et encore une fois, j'en reviens à cette idée première partagée par René Cassin et ses collègues. Protéger l'individu contre l'État, affaiblir l'État afin qu'il n'aille pas jusqu'à opprimer les personnes dont il a la responsabilité. Et cette universalité, finalement, je crois il nous faut la défendre, même si on a des doutes, même si on pense que finalement, les droits de l'homme, effectivement, ils sont nés en terrain occidental et chrétien, en premier. Mais il faut continuer. Et là, c'est plus l'historienne qui parle, vous imaginez bien, c'est la citoyenne. Il faut continuer à faire que ces droits de l'homme soient promus parce qu'ils sont, évidemment, ils n'ont pas de soutien divin, mais c'est pour qu'ils puissent être partagés par le plus grand nombre. Et défendre cette universalité des droits de l'homme, c'est défendre la dignité de la personne humaine, des personnes humaines entre elles, face aux menées toujours liberticides, soit des groupes et soit des États qui outrepassent leur rôle de manière le plus souvent autoritaire et souvent dangereuse pour toutes ces personnes. Donc, c'est en ces quelques mots que je voudrais terminer. En tant qu'universitaire, en tant qu'intellectuel, tous ces débats m'intéressent, bien entendu, pour eux-mêmes. Mais en tant que citoyenne, ils me font parfois peur et je me dis que face au relativisme, face aux instrumentalisations, face à la manière dont on habille des idéologies politiques oppressives des habits du religieux, il faut que les citoyens se réveillent et continuent à penser et à croire d'une certaine manière aux droits de l'homme pour pouvoir les appliquer ici et maintenant et pas seulement de manière incantatoire au niveau international.
Je vous remercie.